à notre nouvelle conférence. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de deux intervenantes, Amandine Claveau et Dorna Javant, qui débattront avec nous de la question du recul des droits des femmes dans le monde, en faisant un focus tout particulier sur le mouvement révolutionnaire en Iran, Femmes, Vie, Liberté. La question du recul des droits des femmes, effectivement, ne pourrait pas être plus d'actualité qu'aujourd'hui, alors que dans un rapport datant de février 2023, la Fondation Jean Jaurès et l'ONG Equipop faisaient le constat d'un mouvement d'un recul de droits des femmes dans le monde. Les exemples sont nombreux à témoigner de ce phénomène, que le démontre la révocation de l'arrêt Roe versus Wade en 2022, la suspension de l'éducation des femmes en Afghanistan la même année, ou encore plus récemment la restriction de l'accès à la contraception dans de nombreux pays d'Europe de l'Est. Face à ce mouvement qui n'épargne aucune région du monde, un seul dénominateur commun, la droite et l'extrême droite au pouvoir. Alors pour débattre de cette question, nous avons invité deux intervenantes. Madame Amandine Claveau, vous êtes directrice de l'Observatoire Égalité Femmes-Hommes de la Fondation Jean Jaurès depuis 2021. Vous avez écrit un livre intitulé Droits des femmes, le grand recul, dans lequel vous dressez le bilan implacable de la forte régression des droits des femmes au sein des États de l'Union européenne. Plus récemment, et en collaboration avec Aurélie Jean, Raphaël Yorka, Jean Massy et Thierry Germain, vous avez également écrit un livre intitulé La guerre des mots, métamorphose de la parole, dans lequel vous présentez une analyse de la manière dont la parole s'est métamorphosée dans nos sociétés, pour les femmes, pour la politique, et dans le cadre du règne du numérique. Madame Dorna Javant, vous êtes doctorante et enseignante à Sciences Po Lyon. Vous préparez actuellement une thèse sur les obstacles à l'action publique en matière d'environnement et sur la montée des mouvements écologistes dans les régions marginalisées en Iran. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur le système politique iranien et sur les mouvements sociaux qui traversent le pays, à l'image du mouvement féministe Femmes, Vie, Liberté. Aujourd'hui, vous faites face à un public curieux de savoir ce que vous pensez sur la question des droits des femmes. Alors merci à vous et place au débat. Donc, premièrement, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu présentes pour cette conférence. Donc, notre première question s'adresse à vous, Amandine Claveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le phénomène de backlash et quel est le lien avec le droit des femmes dans le monde? Bonsoir à toutes et à tous. Je vais peut-être commencer par dire rapidement un mot de la Fondation Jean Jaurès, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas. On est une fondation donc, politique reconnue d'utilité publique. On a été créé en 1992 et on travaille sur l'ensemble des politiques publiques au niveau national, européen et international, à travers à la fois des publications, mais aussi des événements, des séminaires fermés et des conférences publiques. Vous pouvez retrouver tous nos travaux sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Évidemment, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Moi, je suis ravie d'intervenir à Sciences Po Lyon. Vous dire aussi notre engagement, je le disais, sur l'ensemble des politiques publiques, mais en particulier sur les questions d'égalité de genre. On a en effet un observatoire qui est dédié à cette question et on travaille dans ce domaine-là à travers 4 thématiques principales. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais aussi la question de la défense du droit à l'avortement et de l'accès à la contraception. Donc ça, c'est les 2 grandes thématiques sur lesquelles on travaille, mais aussi les questions de représentation des femmes dans les instances de décision, de parité, et les questions d'égalité professionnelle. Là aussi, à travers des publications que vous pouvez retrouver sur le site de la Fondation Jean Jaurès, mais aussi des conférences publiques. Donc on a un engagement fort sur cette question-là. Et dans ce cadre-là, on a, nous, travaillé à l'élaboration d'un rapport que vous pouvez consulter en ligne, qui s'appelle « Droits des femmes, combattre le backlash », en partenariat avec Equipop. En fait, on est revenu sur ce terme-là avec un constat. En fait, 6 ans après MeToo, on s'est dit, ben, voilà, on va faire un peu le bilan de l'impact de MeToo au niveau international. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, où on en est. Et malheureusement, au regard de la situation internationale, eh bien, en fait, on se rend compte que c'est très préoccupant. Les indicateurs internationaux, l'ensemble des rapports internationaux montrent à quel point les reculs sont très importants.
Notamment, je repense à Antonio Guterres, donc, qui est le secrétaire général des Nations Unies, en mars dernier, qui a ouvert la commission sur la condition des femmes au niveau des instances internationales. Donc, toute la communauté internationale se réunit chaque année. Et dans cette commission, il a déclaré qu'il faudrait 300 ans pour atteindre l'égalité de genre. 300 ans, donc on voit bien là, on mesure bien les reculs. Il faut savoir que les années précédentes, on était à 234 ans. Et donc en 2022, on était à 234 ans. Aujourd'hui, on est à 300 ans. Donc on voit bien qu'on est en phase de recul très net. Et la situation internationale, elle est multiple, vous le savez comme moi. Et évidemment, l'intervenante qui est à mes côtés va en parler malheureusement, la situation en Iran, mais aussi, par exemple, en Afghanistan, mais aussi en Europe. La situation en Pologne, en Hongrie, en Italie, on y reviendra tout à l'heure, est très inquiétante. Donc nous, on est parti de ce constat-là et on a fait le point sur le terme du mot backlash. Et le terme du mot backlash, en fait, vous le savez, c'est un terme anglais qui veut dire retour de bâton, qui est issu du livre de Suzanne Faludi, qui a écrit un ouvrage qui se dénomme Backlash, la guerre froide contre les femmes dans les années 90, donc qui a été publié en 1991. Et cette journaliste américaine, en fait, elle décrypte la stratégie des conservateurs américains pour bafouer les droits des femmes dans les années 80 sous les effets de la présidence de Donald Reagan et de Reagan, pardon. Et donc cette journaliste américaine fait le point là-dessus et elle décrypte très largement la façon dont ces mouvements conservateurs ont en fait, dès la mise en place de l'arrêt Roe versus Wade en 1973, qui donc permettait jusqu'ici aux femmes d'avorter, aux femmes américaines d'avorter, eh bien en fait, il y a des conservateurs qui se sont organisés dès 1973 pour réduire l'accès à l'avortement. Donc nous, on est parti sur ce terme-là, qui est beaucoup utilisé dans les réseaux féministes pour décrypter les mouvements de recul. En fait, en règle générale, on a tendance à dire mais est-ce que c'est une conséquence de MeToo aujourd'hui, ce à quoi on fait face? Nous, ce qu'on dit dans le rapport, c'est que l'histoire des droits des femmes, elle a toujours été ponctuée d'avancées et de recul, que ces droits-là, ils sont jamais malheureusement intangibles, et que de ce fait, ces droits-là, ils sont malheureusement réversibles. Et ce que l'on constate, et ça, l'histoire des droits des femmes le montre très nettement, notamment par exemple en France, que tous ces combats-là, ils ont été ponctués d'avancées, de recul, que ce soit pour la conquête des droits civils et politiques des femmes, la conquête pour le droit à l'avortement, et d'autres conquêtes également sur la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que ces avancées, elles sont ponctuées de recul, comme je le disais, et en fait, les deux mouvements, ils sont concomitants. Et donc c'est ce qu'on essaye de montrer dans notre rapport. J'ai été un peu longue sur la partie backlash, mais pour en revenir sur l'actualité, nous, ce qu'on montre, c'est la stratégie en fait, concrète de ces mouvements conservateurs et comment ils s'organisent. Donc nous, notre rapport, il démontre en fait qui sont ces mouvements conservateurs déjà. C'est l'une des premières questions qu'on se pose. Et si on regarde en fait qui ils sont, on voit que c'est des mouvements assez hétéroclites qui sont composés à la fois d'États, à la fois de partis politiques, vous l'avez dit en introduction, partis politiques plutôt de droite, populistes, d'extrême droite, mais ce sont aussi des acteurs religieux, des acteurs de la société civile, des milieux économiques, et tous ces mouvements-là, ces acteurs-là, qui a priori ont des intérêts assez hétérogènes et qui a priori en fait n'ont pas forcément le même agenda, et bien s'ils se retrouvent sur un agenda commun qui est celui en fait de bafouer les droits des femmes. Et pour ça, ils élaborent un certain nombre de stratégies. Déjà, comment ils agissent? Et ben, en fait, il faut se poser la question, comment ils agissent? Ils agissent grâce à des financements colossaux. Ils ont des financements en fait, qui viennent principalement de la droite américaine, mais aussi de la Russie,
bénéficie aussi d'organisations religieuses, mais aussi d'acteurs conservateurs philanthropiques, à tel point en fait qu'il est assez difficile de mesurer le financement, les financements dont ils disposent, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros. Voilà, donc c'est pour vous donner un ordre de grandeur et sur la façon dont justement ils arrivent à opérer. Donc ça c'est sur la partie qui ils sont, sur la partie financement et la façon dont ils agissent. Et là on pourra peut-être y revenir sur des exemples un peu plus concrets. Je le disais, ils agissent de manière concertée sur un seul et même agenda qui est celui donc, de bafouer les droits des femmes, de toucher en fait l'ensemble des droits humains, parce qu'en général quand ils touchent les droits des femmes, ils touchent également les droits des personnes LGBT, les droits des personnes migrantes. Donc nous, on fait la dénomination dans notre rapport, on parle de mouvement anti-droit, parce que très largement, ils ne sont pas seulement anti-choix, ils ne sont pas seulement contre l'avortement, bien que ce soit l'un de leurs points d'entrée. Le point d'entrée sur lequel ils s'accordent en termes d'agenda commun, c'est celui du contrôle des corps et des sexualités, du corps des femmes et des sexualités. Donc ça, c'est l'un des points d'entrée majoritaires. Et en fait, comment ils agissent à plusieurs niveaux. On les retrouve dans les enceintes internationales tout d'abord, et c'est la façon dont ils arrivent à se concerter et à peser dans les décisions au niveau international. Pour vous donner un exemple, ils agissent très largement à la Commission de la condition de la femme dans les Nations Unies, comme je le disais tout à l'heure. Donc Antonio Guterres qui avait dit qu'il faudrait 300 ans pour atteindre l'égalité de genre. Dans cette enceinte-là, j'en ai moi-même été témoin, puisque la Fondation Jean Jaurès est présente dans cette enceinte au titre de la société civile, en lien avec le gouvernement français et l'ensemble de la société civile féministe. Ça fait plusieurs années qu'on y est présent et on voit en fait très nettement ces groupes, comment ils agissent sur place, parce qu'en fait ils ont des financements, comme je disais, ils ont des financements qui leur permettent en termes humains d'être à la fois présents et en même temps de rester très longtemps. Cette commission elle dure 15 jours, elle se trouve donc aux Nations Unies à New York. L'ensemble de la communauté internationale se réunit, donc il y a tous les États, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, mais en fait en réalité surtout les ministres en charge des questions d'égalité qui sont présents, mais il y a aussi toute la société civile. Et c'est aussi par ce biais-là, parce qu'ils agissent justement par le biais d'associations de la société civile qui sont très largement portées par des acteurs religieux, évangéliques, catholiques principalement, ils arrivent à peser dans les décisions internationales. À la fin de cette commission, il y a en fait un texte qui est discuté durant toutes ces 2 semaines-là, et ils arrivent à tellement peser que le mot genre est difficilement utilisable, que la question de l'avortement n'est absolument pas possible d'être mentionnée dans le texte, et donc on voit comment ils arrivent à peser in fine dans les instances internationales. Autre exemple dans ces instances-là, je pense notamment à la déclaration de consensus, la déclaration du consensus de Genève qui a été adoptée en 2019 et qui là réunissait en fait une trentaine d'États. Pareil, aux intérêts géopolitiques a priori divergents, mais qui là se retrouvent sur cet agenda commun contre les droits des femmes. Cette déclaration-là, elle réunissait à l'époque Donald Trump, Jair Bolsonaro du Brésil et d'autres États. Et leur point d'entrée, là encore, cette déclaration, leur but c'était de dire on ne peut pas intervenir sur les questions de droit à l'avortement. Le droit à l'avortement, c'est une question de souveraineté nationale. Voilà. Donc c'est leur façon, en fait, aussi de créer des coalitions au niveau international pour, in fine, peser sur les décisions. L'autre façon dont ils agissent, c'est évidemment au niveau national, et j'en terminerai là pour cette première partie. Au niveau national, en fait, on les retrouve également dans les partis politiques, c'est-à-dire les partis de droite populiste et d'extrême droite, et c'est de cette manière-là qu'ils arrivent à bénéficier de subventions publiques, parce qu'ils se constituent en parti politique, et après, in fine, ils arrivent parfois, malheureusement, au pouvoir, et à mettre en place, en termes législatifs, et donc en termes de normes,
en termes de normes, a pesé sur l'accès des femmes, notamment à l'avortement et à la contraception. J'ai peut-être été un poil trop longue sur cette première partie. Pardon. Alors, on avait une question. Comment certains États ont profité de la crise du Covid pour remettre en cause les droits des femmes? Du coup, ça fait la transition, merci. Sur cette partie-là, et donc ça c'est ce que j'évoque dans mon essai, en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que la crise du Covid-19 a constitué un élément conjoncturel qui s'est ajouté aux inégalités structurelles entre les femmes et les hommes. Et en fait, la crise du Covid, elle a eu un impact dans tous les domaines de la vie des femmes. Donc ça, c'est ce que j'explique dans mon essai à travers 4 thématiques principales, mais je m'arrêterai principalement sur la question des droits et santé sexuelle et reproductive. Le premier domaine où le Covid a eu un impact, et ça vous l'avez sans doute beaucoup vu dans les médias, c'est la question des violences sexistes et sexuelles, et notamment l'explosion des violences conjugales. Dans l'ensemble des pays du monde, on a repéré une explosion des signalements sur les plateformes d'écoute qui allait jusqu'à 200% dans certaines parties du monde. Donc ça a posé un certain nombre de questions, évidemment en termes de prise en charge des femmes victimes de violences conjugales. Le deuxième aspect que je voulais évoquer, c'est la question des droits et santé sexuelle et reproductive. Et évidemment, en fait, là, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le Covid-19 a été instrumentalisé par les États conservateurs pour réduire cet accès. J'en veux pour preuve la question, évidemment, qui s'est posée, celle de la Pologne, où là, ce qu'on a vu très nettement, c'est justement le parti droit et justice conservateur qui a voulu en fait réduire cet accès en voulant passer une législation, et maintenant aujourd'hui elle a été adoptée, contre l'accès à l'avortement. Donc c'est l'une des législations les plus restrictives aujourd'hui en Europe, où les femmes ne peuvent pas accéder à l'avortement uniquement en fonction de certains critères, donc il est quasiment impossible d'avorter en Pologne. On a vu aussi d'autres cas, je pense notamment au ministre de la Lituanie, ministre de la Santé en Lituanie, qui a justement indiqué durant la crise sanitaire, est-ce que ce ne serait pas en fait un moyen pour les femmes de reconsidérer le fait de recourir à l'avortement. Autre exemple aussi, les questions de la Slovaquie, où il y a eu un certain nombre de projets de loi pour réduire l'accès à l'avortement. Et durant la crise sanitaire, eh bien sûr, on a voulu passer là aussi une législation pour réduire cet accès. Donc en fait, on voit combien la crise sanitaire, parce qu'en réalité, comme il n'y avait pas la possibilité de se déplacer, ça a constitué un élément d'accélération pour les conservateurs en termes d'agenda pour réduire cet accès à l'IVG. Il y a évidemment d'autres exemples, parce que ça a posé d'autres questions sur l'accès à la planification familiale plus largement au niveau international, en termes de rupture d'approvisionnement, en termes de pilules abortives, de production. Ça a posé aussi la question de la production qui est délocalisée, vous le savez, qui n'est pas produite en France notamment, ou notamment en Europe aussi, où la principale production de médicaments abortifs est en Chine et en Inde, et donc ça a posé aussi un certain nombre de questions par rapport à ça. Et puis aussi, bien évidemment, plus largement, en fait, ces gouvernements ont instrumentalisé la crise dans ce domaine-là pour une simple et bonne raison, comme je disais, parce qu'on était confinés, donc il n'y avait pas de possibilité de se mobiliser. Et donc ils ont profité ils ont créé une opportunité cynique et politique pour cela, et donc les femmes polonaises, elles se sont particulièrement mobilisées, que ce soit dans leur voiture, sur leur balcon, et donc le projet de loi n'est pas passé au moment du Covid-19. Malheureusement, il a été validé en 2021, et on sait les conséquences dramatiques pour les femmes, parce qu'aujourd'hui, très nettement, depuis la mise en place de cette législation en janvier 2021, qui a été validée par le tribunal constitutionnel,
on dénombre un certain nombre de femmes qui sont mortes des suites de non prise en charge des médecins pour cet accès à l'avortement, parce que les médecins craignent des poursuites judiciaires. Autre élément à noter, ce que l'on a constaté aussi, c'est évidemment la pression qui a été faite par le gouvernement polonais sur les militantes féministes et notamment je pense à Marta Lampart qui a mené, qui est cofondatrice du mouvement qui s'appelle la Grève des femmes, qui est aujourd'hui menacée de mort, qui est sous protection policière, ou encore une autre militante féministe, Justina, qui a été condamnée pour avoir justement aidé des femmes polonaises à avorter. Donc on voit en fait tout cet impact du pouvoir du parti conservateur Droit et Justice. Là, ce dont on peut espérer, c'est suite à la victoire justement de la coalition libérale et de centre-gauche, on peut espérer que ce droit-là puisse être remis sur la table, mais c'est loin d'être gagné parce qu'en fait, il faut la validation du président, et on sait que le président polonais, il est en fait très proche du parti Droit et Justice. Et tant que le président n'aura pas contresigné cette proposition de loi, parce qu'il y a eu 2 propositions de loi là, qui ont été déposées par des députés de gauche, en fait, tant qu'on n'aura pas cette validation-là, les femmes polonaises n'auront toujours pas le droit d'avorter en Pologne. Merci pour cette réponse. Pour aborder encore une fois les enjeux européens, donc vous avez déjà abordé le cas de la Pologne et de la Hongrie un petit peu, mais quand on voit encore qu'en Hongrie, Orban dissout le Conseil pour l'égalité de genre, donc les associations féministes sont considérées comme des menaces à l'identité nationale, qu'en Italie, le parti Fratelli d'Italia est arrivé au pouvoir en 2022, et ce qui a amené donc la session au pouvoir de Giorgia Meloni, qui a fait campagne quand même sur le thème du droit de ne pas avorter et les alternatives à l'avortement, qu'elle considère donc comme une défaite. Ou encore en Pologne, comme vous l'avez évoqué, à cause des conditions très restreignantes de l'avortement, on voit que on peut observer que 6 femmes auraient succombé en 2022 du fait de ne pas avoir pu avorter, et que, encore une fois, en 2020, la Pologne est le pays le plus mal classé du continent en matière d'accès à la contraception. Au vu des élections européennes qui arrivent en 2024, qu'est-ce qu'on peut faire? Très, très, très vaste question. Peut-être si on reprend un peu on regarde un petit peu le bilan au niveau européen de ce qui a été fait dans la mandature, il y a des choses qui ont été faites. Je pense notamment à, déjà ne serait-ce que la mise en place d'une commissaire en charge de l'égalité qui s'appelle Helena Dalli. Ce portefeuille-là n'existait pas précédemment, donc ça a été déjà une avancée. L'autre chose qui a été mise en place par la commissaire européenne, c'est la stratégie égalité femmes-hommes qui a été adoptée 2020-2025. Ça aussi, c'est une avancée. Puis il y a eu un certain nombre de directives qui ont été adoptées. Je pense notamment à la directive sur la transparence salariale, par exemple, qui vient d'être adoptée, qui a été adoptée l'année dernière. Je pense également, là aujourd'hui, et ça on pourra peut-être y revenir, à la directive sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, d'ailleurs qui aujourd'hui fait actuellement débat au regard du positionnement de la France, parce que dans cette directive, il y a la volonté d'introduire dans la définition du viol la question du consentement. Or aujourd'hui, si on regarde la législation en France, cette notion n'existe pas en droit français. Et donc là, il se pose un vrai sujet, parce qu'en fait, la France se retrouve à s'opposer à l'introduction de la notion de consentement dans cette directive, et elle se retrouve aux côtés d'États comme la Pologne et la Hongrie. Donc ça pose une vraie question, et qui est loin d'être débattue. On en parlera notamment lors des prochains conseils européens en décembre, mais aujourd'hui, un certain nombre de militantes féministes, mais pas que, se mobilisent sur l'introduction de la notion de consentement dans le droit français, et donc par voie de conséquence aussi plaideraient pour que cette norme-là soit inscrite au niveau européen. Donc là, j'ai balayé quelques directives qui ont été mises en place, mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen dans le cadre des élections européennes, donc qui se tiendront en juin 2024. En fait, il y a plusieurs choses. C'est déjà se mobiliser pour aller voter, je dirais, parce que si on regarde
très concrètement les votes qui ont été faits par les blocs de droite et d'extrême droite. En tout cas, si on regarde la question des droits des femmes, très nettement, ils sont aux abonnés absents, ils sont contre ou ils s'abstiennent. Donc ça, c'est un vrai sujet parce que là, si on regarde les premiers, les premiers résultats sur les intentions de vote pour le scrutin prochain, ce que l'on voit très nettement, c'est la percée du Rassemblement national très nettement. Et or, aujourd'hui, on sait très bien que le Rassemblement national, en dehors même de l'ensemble de son programme en tant que parti xénophobe, raciste, antisémite, c'est aussi un parti anti-féministe, il faut le dire très clairement. Je vous renvoie notamment à la une de Libération qui était très intéressante justement et qui décrypte le discours du Rassemblement national en ce qui concerne les droits des femmes, qui là aussi instrumentalise très nettement ce sujet. On pourra peut-être y revenir dans les questions. À la fois un parti anti-IVG et en même temps un parti qui prône la relance de la natalité. Donc là encore, qui instrumentalise le corps des femmes, et pas n'importe quelle femme, parce qu'ils le disent très nettement, et ils l'ont dit durant la réforme des retraites, qu'il faut faire plus d'enfants, mais plus d'enfants français. Donc ça, c'est aussi une façon dont ils ont instrumentalisé la question de la réforme des retraites, mais aussi la question de l'immigration, et ils lient cette question-là en utilisant les droits des femmes. Je me suis un peu éloignée de ta question, il me semble, mais voilà, premier élément, regarder le bilan au niveau de la mandature au niveau européen. Deuxième élément, se mobiliser dans les urnes au regard, comme je disais, au regard des votes qui sont réalisés et du programme plus largement, notamment de l'extrême droite, et qui n'est absolument pas en faveur des droits des femmes. Le troisième élément, c'est de plaider, et là je parle pour la question de l'IVG, c'est de plaider à l'introduction de l'IVG dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Ça, c'est aussi des revendications des associations féministes pour le protéger davantage, parce que ce que l'on voit très nettement, même si dans l'Union européenne il y a 25 pays sur 27 qui autorisent l'avortement, je le citais, la Pologne quasiment impossible, Malte c'est toujours interdit, et si on sort de l'Union européenne, le Vatican, sans surprise, interdit l'avortement, et Andorre aussi également. Donc voilà, il y a un vrai enjeu sur l'accès à l'avortement, parce que quand bien même il y a des dispositifs législatifs qui sont mis en place, donc je disais 25 pays sur 27, on pourrait se dire finalement tout va bien, on a accès à l'avortement. Non, si on regarde beaucoup plus finement ce qui se passe, c'est que quand l'extrême droite arrive au pouvoir, très nettement, l'un des premiers sujets et angles d'attaque, c'est de vouloir justement, ce que je redisais tout à l'heure par rapport au rapport sur le backlash, revenir sur les droits des femmes. Et je vais peut-être citer là deux exemples. Le premier sur l'Italie, parce que l'Italie, il est possible d'avorter jusqu'à 12 semaines. C'est une loi qui existe depuis 1978, si je ne dis pas de bêtises. Or, aujourd'hui, l'accès de l'avortement pour les femmes italiennes est très compliqué. Pour plusieurs raisons, il est très compliqué en premier lieu parce que près de 80% des médecins, voire 90% dans certaines régions, invoquent la clause de conscience. Ce qui fait que les femmes italiennes n'ont pas accès de fait à l'avortement. Autre exemple, l'accès est très difficile lorsque l'extrême droite est au pouvoir, et en fait, avant que Giorgia Meloni, donc, qui est issue du parti Fratelli d'Italia, arrive au pouvoir, il y avait 3 régions qui étaient déjà dirigées par des personnes issues du parti de Fratelli d'Italia, donc d'extrême droite. Et dans ces 3 régions, il y a les Abruzzes, le Piémont et les Marches. Dans ces 3 régions, en fait, il y a eu plusieurs tentatives pour restreindre ce droit-là. Notamment l'une des régions que j'ai citées, en aidant financièrement les femmes pour les dissuader d'avorter. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, en finançant des organisations anti-choix. Ça c'est la première chose. Autre exemple, dans les 3 régions là que j'ai citées, tout simplement, ils ne souhaitaient pas appliquer une directive
qui est pourtant une directive au niveau national, pour permettre l'accès aux IVG médicamenteuses autorisées jusqu'à 9 semaines. Ils ne veulent pas l'appliquer. Voilà. Autre exemple, et j'en terminerai là, il y avait la volonté de mettre en place des sépultures pour les fœtus avortés. C'est une disposition qui n'a pas été passée, mais ça a été une proposition soumise dans le cadre régional. Donc voilà un certain nombre d'exemples qui montrent bien qu'en dépit de dispositifs législatifs existants, eh bien, quand l'extrême droite est au pouvoir, elle met aussi tout en œuvre, à la fois pour contourner ces dispositifs législatifs ou d'abroger ces dispositifs législatifs. Merci beaucoup pour votre réponse. On a une dernière question pour vous, avant de passer le micro. Dans ce contexte difficile, quel est donc l'intérêt de la constitutionnalisation de l'IVG ? Alors peut-être qu'il faut revenir un petit, il faut faire un peu peut-être un rapide historique de la façon dont la question de la constitutionnalisation de l'IVG est arrivée. Et là revenir en fait en réalité presque au moment de la pandémie, parce que c'est un sujet qui est revenu sur la table à ce moment-là, parce qu'on s'est aperçu que la fermeture des frontières ne permettait pas aux femmes d'avoir recours à des IVG tardives. Et donc, quand il n'y avait pas de confinement, les femmes qui souhaitaient avoir recours à des IVG tardives allaient dans d'autres pays frontaliers, notamment la Belgique et l'Espagne, où il est possible en fait d'avoir recours à l'IVG plus tard que la disposition légale en France. Il y a eu le confinement, il y a eu la fermeture des frontières, ce n'était pas possible pour elles. Et donc, ça a été des propositions, notamment portées par le groupe socialiste au Sénat, d'allonger ce délai. D'allonger ce délai. Et donc, ça a été largement discuté, ça a fini par passer. Et donc là, aujourd'hui, il y a un dispositif législatif qui a été voté et qui donc date de mars 2022, où il y a la possibilité, donc il y a eu l'extension du délai de l'IVG, qui est donc passé de 12 à 14 semaines. Il y a eu d'autres dispositions, comme la possibilité pour les sages-femmes de recourir à des IVG instrumentales, la pénalisation, en tout cas le rappel que les pharmaciens ne peuvent pas vous refuser d'accéder à la contraception dans ce qui est inscrit dans le Code de santé publique, etc. etc. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place dans le cadre de cette loi en mars 2022. La question de la constitutionnalisation, et donc je reviens là-dessus sur la façon dont la loi a été adoptée en mars 2022, c'est la loi Alban-Gaillot. En fait, si on regarde les débats qu'il y a eu durant cette période-là, très très nettement, il y a eu une obstruction très forte de la part des Républicains. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu des navettes parlementaires, etc., que c'était compliqué de faire passer cette loi sur l'extension des délais. Donc ça, il faut aussi avoir en tête ça. Et sur la constitutionnalisation, eh bien, aujourd'hui, donc, il y a cette volonté-là de la part du président de la République qui l'a annoncé, donc ce sera proposé dans le cadre d'un projet de loi en Conseil des ministres en décembre, le 13 décembre, et ça passera au niveau du Parlement. Il me semble que c'est au mois de mars. Au mois de mars, ça sera discuté et voté avec une réunion, discuté à partir de début 2024. Et il y aura la réunion du Congrès. Donc en fait, pour changer la Constitution, il y a deux façons de faire. La première, soit de recourir au référendum. Là, le chef de l'État a fait le choix de ne pas recourir au référendum, ou donc de soumettre un projet de loi constitutionnelle, mais pour cela, il faut réunir le Congrès, et donc Assemblée nationale et Sénat, et avoir les 3/5 des voix. Donc c'est l'option qui a été retenue. Et donc ça sera notamment présenté au printemps. Sur la question de la constitutionnalisation en tant que telle, c'est évidemment une volonté très forte de la part des militantes féministes qui
entre autres, l'ont dit, hein, que voilà, je l'ai dit durant les précédentes interventions, on voit bien en fait combien ce droit-là il est fragile, il est réversible, et donc ça permettrait dans la Constitution de figer ce droit-là et de le garantir d'un point de vue juridique. Il y a eu beaucoup de débats, je ne suis pas juriste donc je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans, mais sur la formulation, parce qu'il y a un débat entre droit et liberté. La terminologie qui a été validée et retenue et qui est votée par le Sénat, celle de liberté. Et donc, il y a des questionnements sur justement la possibilité ou pas, est-ce que ça va vraiment garantir beaucoup plus, en tout cas marquer davantage dans le marbre, ce droit en termes d'accès à l'IVG. Là, c'est une question plutôt de juriste. Évidemment, moi, j'aurais quand même plutôt tendance à penser que la question du droit aurait été préférable, parce que ça n'implique pas les mêmes choses. Mais néanmoins, il faut se réjouir il faut voir comment ça va avancer et si ça va bien se faire au printemps, parce que c'est pas encore fait, donc on attend de voir. Mais si on regarde l'opinion publique, nous on a fait un certain nombre d'études à la Fondation Jean Jaurès, on a posé la question aux Français et aux Françaises, et très nettement, déjà sur le droit à l'avortement, près de 90% des Français et Françaises sont favorables au droit à l'avortement, première chose. Deuxième chose, sur la constitutionnalisation, à près de 86%, les Français et Françaises sont favorables à la constitutionnalisation de l'IVG. Donc ça, c'est évidemment une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, j'en profite là aussi pour dire, sur les pays qui restreignent ce droit, ce qui est assez intéressant d'observer aussi, que ce soit aux États-Unis, mais aussi en Pologne, la question de la libéralisation de l'accès à l'avortement, en fait, il est très nettement soutenu par l'opinion publique. En réalité, ce qui passe d'un point de vue législatif est porté par une minorité de conservateurs. Toutes les enquêtes d'opinion le disent, aux États-Unis, c'est près de 60% des Américains et Américaines qui sont favorables au droit à l'avortement. Pareil, en Pologne, c'est beaucoup plus que 60%, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est près de 80%, qui sont plutôt favorables au droit à l'avortement. Donc en fait, on voit bien aussi ce hiatus entre finalement des gouvernements conservateurs, mais plutôt minoritaires en réalité, par rapport à l'opinion publique sur ces sujets-là. Et j'étais peut-être un peu trop longue, et je ne sais plus si j'ai répondu intégralement sur la question. Eh bien, merci beaucoup Amandine Claveau pour cette intervention. On va passer à la dernière partie de notre conférence qui se centre sur le mouvement Femmes, Vie et Liberté en Iran. Donc on aura une question pour vous, Dorna Javan. Quel est l'impact de ce mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran depuis un an? Depuis un an. C'est bon. Donc, je me permets aussi, en fait, après, déjà, merci beaucoup pour cette invitation, pour cette occasion. Et merci aussi pour votre intervention qui était très, très intéressante. J'espère pour tout le monde. Donc, je voulais justement m'inspirant en tout ce que vous avez dit, un peu parler de cette lutte pour les droits des femmes qui est très très important, et aussi pour se battre contre et pour ces droits, et pour avoir finalement ces droits des femmes. Pour moi, il y a 3 points qui sont très très importants. C'est justement de se battre pour égalité de genre, pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, et aussi pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, violence physique et symbolique, c'est-à-dire violence domestique, féminicide, harcèlement, viol. Malheureusement, on a toujours plusieurs problèmes par rapport à ça quand on entend que chaque année en France il y a 160, presque 150 féminicides chaque année, c'est énorme. Donc, par contre, ces revendications sont également depuis longtemps les aspirations des femmes iraniennes, particulièrement dans un contexte politique particulier, c'est-à-dire dans un régime théocratique, dictatorial, dans lequel guide suprême ou chef d'État détient souveraineté absolue avec ses alliés, c'est-à-dire avec les institutions paragouvernementales et aussi les institutions paramilitaires.
Donc il détient non seulement le pouvoir politique, mais aussi il monopolise l'économie. Donc c'est dans ce contexte-là que finalement en Iran on parle de droits des femmes, surtout à partir de 1979, c'est-à-dire la révolution iranienne. Vous le savez peut-être que c'était une révolution faite par plusieurs groupes politiques, particulièrement de gauche. Je suis un peu contre quand on appelle la révolution islamique, parce que la base, c'était par des groupes qui contestaient, justement, qui étaient exclus de la vie politique à l'époque de Shah, parce que non seulement à l'époque de Shah, on avait une partie unique, mais après la révolution aussi, on avait une partie unique, et donc c'était à la base quelque chose contre le régime monarchique de Shah, et puis après la révolution aussi, ces groupes, encore les gauches, ils étaient écartés du pouvoir, donc on est face à presque le même système, mais de nature différente. Donc, dans ce régime, si les différentes forces politiques, avec différentes orientations politiques, ont été écartées du pouvoir, finalement, on va vers l'islamisation de la société, l'islamisation des universités, des écoles, etc. Et on voit aussi vers la mise en place des politiques, et qu'avant tout, des politiques discriminatoires, ou des mesures discriminatoires politiques, juridiques et sociales qui visent avant tout les femmes surtout. Donc ces lois, on peut parler de, par exemple, les femmes en Iran, ils n'ont pas accès à l'avortement, comme vous l'avez dit. Donc ils n'ont pas droit de divorce égal à divorce. Ils n'ont pas droit à garder leurs enfants après la divorce. Et puis, parfois, ils n'ont pas droit de voyager, pas droit de participer dans certains espaces comme, par exemple, les lieux sportifs, dans des stades. Et aussi, ils n'ont pas d'accès à tous les jobs, à tous les emplois. Une femme en Iran ne peut pas être présidente de la République, elle ne peut pas être juge ou avoir certains postes militaires ou religieux. Donc, c'est à partir de 1983 que finalement le gouvernement a décidé de mettre en place le Parlement iranien finalement a adopté l'obligation de voile, ou hijab, on appelle aussi hijab. Donc, c'est à partir de cette date-là que aussi on voit l'émergence de certains mouvements féministes contre ces lois. Donc, on a essayé de contester, plusieurs groupes, surtout les féministes, ont essayé de contester ces mesures. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire que le voile aussi, c'est le pilier fondateur de ce régime-là. C'est-à-dire en tant qu'une question religieuse, mais aussi une question politique et idéologique, le hijab ou l'obligation de voile est une mesure un peu répressive et inégalitaire, symbole des mesures répressives et inégalitaires d'un régime, et aussi qui constitue aussi les éléments fondateurs de ce régime, c'est-à-dire la République islamique d'Iran. C'est dans ce contexte-là, finalement, qu'on doit parler de mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et entre parenthèses, il faut que je précise, ce mouvement n'est pas contre voile, n'est pas contre porte-voile, mais c'est contre l'obligation de voile. Ce qui est important à préciser parce que ça fait au départ, tout de suite, ça c'était intéressé par les groupes extrême droite ici en France. Même moi-même, j'étais attaquée par une association féministe lors d'un rassemblement. Donc justement, il faut clarifier les choses, c'est-à-dire les contextes sont différents. En Iran, on parle de contexte iranien dans lequel cette porte-voile est obligatoire, alors que dans le contexte français, c'est particulièrement d'autres contextes. Donc justement, je voulais clarifier ça. Mais ce mouvement, c'est-à-dire c'est né, enfin, le mouvement féministe, c'est pas nouveau. À partir du 19e siècle, on peut parler de certaines actions protestataires individuelles, on peut dire. Quelques figures qui étaient contre pour le porte-voile, justement, à la fin du 19e siècle, dans une société patriarcale. Et puis après, au milieu du siècle, par exemple, sous le gouvernement démocrate azerbaïdjan, à l'intérieur du pays, ils ont
pu construire un gouvernement semi-autonome. Aussi, on avait plusieurs conférences féministes organisées par les femmes. Et puis après la Révolution, c'était plus important en fait, c'est-à-dire toujours il y a une dynamique, et puis après la Révolution surtout, il y avait des contestations individuelles contre porte-voix. Les premières personnes qui s'est suicidées en brûlant d'abord sa voile, c'était au moment de la vie en 1990. Donc ces actes protestataires ont augmenté dans la société, mais à partir de 2017, encore avec un acte solitaire, individuel de... Si je me rappelle de son nom, c'était une fille qu'on l'appelle la fille de la roue de la Révolution, qu'elle a fait le même geste, elle a justement remis sa voile, et puis d'une manière protestée pour porte-voile, et puis après il a touché, il était arrêté, touché plusieurs années il était emprisonné, elle était emprisonnée. Donc c'était le commencement d'un mouvement féministe qui existait déjà sous d'autres formes, mais ici par des nouvelles générations et sous encore d'autres formes. Donc, et puis en 2019, avec l'émergence du mouvement MeToo en Iran. Je pense qu'en fait, pour parler de ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, il faut aussi étudier ces mouvements féministes qui ont préparé finalement ce mouvement qui a été déclenché finalement avec la meurtre de Mahsa Jina Amini, une jeune fille à 22 ans, le 16 septembre 2022. Donc, pour revenir pour cette question, après un an, les contestations continuent, mais qui? Toujours les femmes. Donc, dans la rue d'une manière particulière, avec certains actes symboliques, protestataires, elles continuent à se battre, parce que maintenant, aujourd'hui, même si ça s'était annoncé que police de mort, ça n'existe plus, ce qui c'était un mensonge justement pour arrêter les tensions au niveau surtout international. Mais ce police de mort, ça existe toujours, il continue à justement contrôler, faire un contrôle au niveau dans les espaces publics, dans les métros, dans les rues, mais les femmes, elles ne s'arrêtent pas. Toujours on voit, il y a des distributions de plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles les femmes ne portent plus voix. Donc c'est d'une manière, ça continue, et surtout dans les zones périphériques aussi, ça continue. L'une des zones périphériques, c'est sud-est Iran, la région Baloutchistan, où toujours il y a quelques petites manifestations régulièrement, quelques rassemblements, ça continue, et donc j'espère que j'ai répondu avec une longue introduction à votre question. Très bien. Merci beaucoup. Alors on a une dernière question pour vous. Dans quelle mesure est-ce que cet engouement sur les réseaux sociaux, et en particulier en Occident, a eu un impact sur ce mouvement? Est-ce que les femmes iraniennes en ont eu écho, et est-ce que ça leur a servi quelque chose? Déjà, en fait, c'est un mouvement, on peut l'appeler comme l'insurrection, ou un mouvement révolutionnaire. Ce mouvement n'avait pas de leadership, ce mouvement était un mouvement spontané, on peut l'appeler, comme tel. Et particulièrement, il y avait beaucoup de gens qui ont été participés. Moyen d'âge, en fait, dans plusieurs des mouvements protestataires étaient presque 15 ans. Et c'est pour ça, parmi 540 mortes, il y avait plus de 70 mineurs ont été tués aussi. Donc ça montre qu'en fait, c'est un mouvement plutôt par une nouvelle génération, avec une nouvelle discours. Donc, qu'est-ce qui a apporté c'est un peu compliqué à répondre à cette question sans faire vraiment le terrain, de vraiment étudier, de voir exactement ce qui s'est passé. Parce que moi, je n'ai pas un regard justement centré dans les zones urbaines, justement à Téhéran. Parce que parfois, j'ai l'impression qu'en fait on parle trop de Téhéran, on analyse trop la société de Téhéran, alors que l'Iran c'est un pays multi-ethnique. C'est un pays très grand, 3 fois de la France, avec 85 millions d'habitants. Donc, et surtout ce mouvement, au départ, moi j'étais intéressée justement par la nature, particulière de ce mouvement qui rassemblait
plusieurs causes, rassembler plusieurs luttes. C'est pour ça que dans certains articles que j'ai écrits au départ, je parlais d'articulation de plusieurs luttes sociales. C'est pas que le mouvement féministe. Derrière ce mouvement féministe, il se range le mouvement ethnique, le mouvement environnemental et les mouvements et les revendications politiques qui souhaitaient le renversement de régime à la base. Donc, on peut dire que derrière cette cause de femmes, on voit un rassemblement de plusieurs causes, ou l'articulation de plusieurs causes, qui finalement, en fait, constitue la nature de ce mouvement-là. Et il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas, même si en fait le rôle de femmes aussi était très très important dans ce mouvement, et dès le départ les femmes y existaient, et aujourd'hui, à la fin du mouvement, le mouvement c'est fini, il n'y a plus presque pas trop de manifestations, mais il y a toujours des actes protestataires individuels, solitaires, et ça c'est très intéressant, majoritairement ce sont des femmes. Je ne sais pas si j'ai... Une deuxième partie de votre question, j'ai oublié complètement. Est-ce que ces femmes iraniennes ont eu écho de cet engouement? Est-ce que les femmes iraniennes ont eu écho de l'engouement qui s'est passé en Occident sur les réseaux sociaux? Comment? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à ceux qui... Est-ce qu'elles sont au courant de tout l'engouement que ça a eu sur les réseaux sociaux en France et puis dans les autres pays d'Occident? Oui, bien sûr, en fait, c'est une société, même si en fait on est face à un système autoritaire, que l'accès aux informations c'est parfois limité, justement au moment de mouvement, ils essayent de couper l'Internet et les réseaux, et Twitter, Facebook, l'autre ça s'appelle comment? Je ne sais pas, trop des actifs sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, même s'ils sont filtrés et interdits d'utilisation, mais VPN, etc., en fait, c'est une société quand même qui utilise trop, même si c'est filtré et c'est interdit, mais tout le monde a accès. Donc, c'est vrai, ils savent ce qui se passe au niveau international. Même il y a des diasporas iraniennes, une partie des Iraniens opposants à l'extérieur qui ont participé dans le mouvement. Il y avait beaucoup de mouvements rassemblements qui avaient eu lieu dans les pays occidentaux par les Iraniens, par les diasporas iraniens. Mais un an après, on a compris qu'en fait, ce qui va changer quelque chose, finalement, on a besoin de justement un mouvement à l'intérieur du pays, pas à l'extérieur, pour justement aider pour certains qui souhaitent, par exemple, l'enversement de régime. Donc, on était au courant de tout ce qui se passait. Au départ, c'était un peu compliqué. On ne pouvait pas avoir facilement contact avec les gens qui sont à l'intérieur du pays. Mais bien sûr, ils sont au courant de tous. Mais je pense que majoritairement, ils souhaitent que les diasporas iraniennes, certaines entre eux, majoritairement nationalistes, royalistes, d'extrême droite, malheureusement. Donc, on voit que quand même sur les réseaux sociaux, on souhaite pas une sorte de mouvement qui intervient pour justement faire des changements ou je sais pas, enfin au niveau international. Par exemple, l'un des problèmes qu'on en a, c'est-à-dire il y avait un groupe d'opposants qui ont formé un groupe pour justement comment dire, leur objectif principal c'était le renversement de régime, instrumentalisant ce mouvement, mais majoritairement ils ont rencontré tous les chefs d'État d'extrême droite du monde, de Trump jusqu'à enfin ceux qui ne souhaitaient pas les populations iraniennes. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Et très bien. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions. Donc maintenant, c'est au tour de l'Assemblée. Si vous avez des questions à poser à nos intervenantes. Oui. Je crois qu'on n'a pas de micro pour les... Il va falloir parler fort. Si, il y en a qui peuvent se détacher là. Merci Antoine. Bonsoir, merci pour vos interventions, c'était très intéressant. J'avais une question pour Madame Claveau. On a beaucoup parlé du droit à l'avortement et de cet enjeu-là en Europe. Et je me demandais si en Europe et dans d'autres pays en tout cas, sur la question de l'inceste, il y avait des mouvements de revendication qui pouvaient ressembler à ceux qu'on a en France en ce moment, en tout cas de dénonciation ou d'action politique, ou si au contraire ça a régressé. Et enfin voilà, si vous aviez des réponses
merci pour la question. C'est vrai que c'est un véritable enjeu. D'ailleurs, on le voit là, effectivement, actuellement, je ne sais pas pour toute l'Assemblée, si tout le monde le sait. Il y a aujourd'hui la question de la remise du rapport de la CIVIS, donc qui est la commission en charge justement des violences sexistes et sexuelles sur les enfants. Donc c'est effectivement un vrai sujet qui est aujourd'hui mis en avant dans le débat public au regard de cette commission, notamment compte tenu à la fois des préconisations qui sont faites dans cette commission, dans le rapport qui vient de sortir, mais aussi sur la pérennité de cette commission et notamment de la personne qui la dirige, qui est le magistrat Édouard Durand. Donc c'est une très bonne question. À ma connaissance, sur la question des reculs, sur la question des reculs, c'est vrai que ce que l'on observe très majoritairement, en fait, c'est leur point d'entrée des conservateurs. C'est ce que je disais, le contrôle du corps des femmes et des sexualités, c'est leur objectif principal. L'un des premiers enjeux qu'ils touchent sont très largement, principalement la question de l'avortement, mais aussi l'ensemble en fait, de ce qu'on appelle les droits et santé sexuelle et reproductive. Dans le jargon des féministes, on appelle ça les DSSR. Sur cette terminologie-là, effectivement, ils attaquent sur ce que je disais, l'avortement, la contraception, mais aussi sur l'accès notamment à la PMA, par exemple. Je n'ai pas parlé de l'une des premières mesures que Giorgia Meloni, par exemple, en Italie, a voulu mettre en place et qui est en train d'être mise en place, qui est notamment celle de vouloir retirer des actes de naissance le nom de la mère non biologique pour les couples de femmes qui auraient eu recours à la PMA. Donc en fait, c'est ce que je disais, hein, c'est vraiment l'ensemble de ces droits-là. Sur les questions de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est aussi un autre chantier sur lequel ils s'attaquent. Je pense notamment par exemple à la Russie, où notamment Vladimir Poutine avait finalement rétabli une législation qui ne pénalise pas les conjoints ou ex-conjoints violents. Et sur la question des violences des enfants, je ne saurais pas répondre en toute franchise sur la situation au niveau européen sur cette question-là. Force est de constater que sans doute c'est aussi peut-être un angle mort dont on parle pas suffisamment, bien que, par exemple, si on regarde le tissu associatif féministe, de plus en plus sur la question notamment des féminicides, ce que l'on constate aussi, c'est qu'il y a des femmes qui sont donc victimes d'assassinats de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints, mais il y a aussi des enfants qui sont victimes. Je crois que le chiffre cette année est vraiment très élevé, je ne l'ai pas exactement en tête, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais les enfants sont aussi des co-victimes, donc sont aussi victimes d'infanticide, premier élément, mais aussi sont co-victimes parce que très souvent, en fait, quand dans un couple il y a de la violence elle est dans l'ensemble du foyer, donc les enfants, de plus en plus, ça c'est aussi un élément qui est monté dans le débat public en France, sur le fait de considérer les enfants comme co-victimes. Et sur la question des violences sexuelles, vous vous posez très justement la question, parce que ce que l'on constate dans l'ensemble des enquêtes de victimation, c'est que les violences sexistes et sexuelles, elles sont à très grande majorité, je crois que les derniers chiffres là, de la CIVIS, c'est près de 80% qui sont des femmes. Et ces violences-là, elles sont très généralement commises par l'entourage. Dans une très grande majorité, les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles sont en fait commises par un proche. Et il y a évidemment aussi la question de l'inceste que vous soulevez. Je ne réponds pas complètement à votre question, mais vous avez raison. C'est l'un des chantiers qu'il faudrait effectivement regarder en termes législatifs sur ce qui se passe au niveau européen. Bonsoir, merci pour vos interventions. Moi, j'aimerais vous poser une question sur la clause de conscience. Vous l'aviez évoquée pour les médecins italiens. Et on sait qu'elle est également présente en France. Et du coup, je me posais la question, comment ça se fait qu'on n'ait pas évolué sur cette situation depuis le temps. Merci.
bonne question également. Justement, dans l'adoption de la loi d'Alban Gaillot mars 2022, figurait la suppression de la double clause de conscience. Donc, juste pour rappel, aujourd'hui, les médecins en France peuvent indiquer qu'ils ne souhaitent pas pratiquer l'IVG en invoquant cette fameuse clause de conscience. C'est une revendication qui est portée de longue date par les associations féministes et qui, comme là je le disais, n'a finalement pas été adoptée dans cette loi de mars 2022. C'est une disposition qui a été en fait retirée, qui avait été proposée qui avait été proposée dans le projet initial et qui a été retirée. Ce qui montre bien en fait l'ensemble des résistances quand on parle du droit à l'avortement. Et ces résistances, elles sont multiples et elles sont aussi dans le corps médical. J'en veux pour preuve qu'il y a plusieurs questions sur l'accès à l'IVG. On disait, c'est à la fois le cadre législatif, mais aussi son effectivité dans la loi. Et si on regarde en France, en fait, la vraie question aujourd'hui, c'est son effectivité en raison des disparités géographiques qui existent sur l'accès aux soins. Et ça pose en fait plus largement la question de l'accès aux services publics et de l'état de notre hôpital public. Là, les 20-30 dernières années, il y a eu un nombre colossal de fermetures de centres de santé où on pouvait justement recourir à l'IVG. Et donc ça, c'est en fait autant de freins et d'obstacles pour les femmes pour accéder de manière égalitaire dans l'ensemble du territoire à l'IVG. Aujourd'hui, si on regarde d'autant plus finement les chiffres, il y a 17% de femmes qui doivent en fait aller dans un autre département que leur département, que son département de résidence pour avoir recours à l'IVG. Et donc en fait ça pose vraiment très nettement la question de l'offre de soins. Et s'ajoute à ça, et vous avez raison, la question de la clause de conscience. Moi j'ai le souvenir d'avoir lu un article, il me semble que c'était dans la Sarthe, où il y avait à la fois la conjugaison des deux facteurs là, que je mentionnais, l'invocation de la clause de conscience et en même temps la fermeture de centres de santé. Et il se trouvait qu'en réalité, les femmes n'avaient pas du tout accès en fait, à l'IVG, ou en tout cas de manière très résiduelle et très compliquée. Et donc sur aussi le fait d'y avoir recours dans un autre département, ça pose des questions évidemment d'accès en termes de mobilité géographique et d'accès en termes économiques, parce que toutes les femmes ne sont pas en mesure nécessairement de pouvoir se déplacer et n'ont pas nécessairement les conditions économiques pour accéder à ce droit. Donc évidemment, l'un des leviers qu'il faudrait absolument activer, c'est la question évidemment de la suppression de la clause de conscience. Ça reste une revendication des associations féministes, notamment du planning familial. Et ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure sur la constitutionnalisation, c'est que moi j'interviens dans des conférences, parfois dans certains médias, et la question très souvent qu'on nous pose c'est mais en France ça va, on va pas revenir dessus. Là, comme je l'ai dit tout au long de la conférence, c'est que ces droits-là, ils sont réversibles, ils sont très fragiles. Aujourd'hui, il y a quand même 88 députés du Rassemblement national qui sont dans l'enceinte du Parlement et qui ont eu des positions et ont des positions profondément anti-IVG. Plusieurs députés ont déclaré que l'IVG c'était un génocide de masse, considèrent l'avortement comme attendez, je reprends ces fameuses citations qui sont magnifiques à vous faire part. Oui, donc génocide de masse, on parle de des victimes d'avortement, en référence à la loi Veil, que c'est un sinistre anniversaire. Voilà, donc ces personnes sont dans l'Assemblée nationale. Même si Marine Le Pen n'évoque pas trop la question de l'IVG, sur la constitutionnalisation de l'IVG, elle a quand même dit mais on va jamais revenir dessus en France, c'est pas le moment, voilà, je vais pas revenir dessus. Et si on regarde les votes qu'ils ont eus à l'Assemblée nationale sur ce sujet-là, ils ont été 23 à s'abstenir, 23 contre, 13 à s'abstenir. Donc on voit quand même bien qu'ils ne sont pas très allants sur la question de l'IVG, je pèse mes mots. Et l'autre chose, c'est ce que je disais précédemment sur le poids des lobbies. Il faut savoir que les députés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale
ont reçu par exemple des courriers parfois de menaces ou des courriers tout simplement avec par exemple un fœtus en plastique accroché au courrier. Donc c'est autant de tentatives de dissuasion et d'intimidation très nettes en matière de ce droit-là. Et dernier exemple, peut-être que vous l'avez vu dans l'actualité, il y a eu une très grande campagne qui a été faite sur les Vélib à Paris. Il me semble qu'à Lyon aussi, vous avez eu ça. Et donc sur ces Vélib ont été accrochés des stickers avec vraiment toute la charte graphique issue des Vélib. Mais ces stickers, ils sont anti-IVG. Et donc on voit bien aussi la façon dont ils arrivent à communiquer, mais aussi à passer des messages anti-IVG et peser dans l'espace public. Il faut rappeler aussi qu'ils agissent très nettement sur les réseaux sociaux, et c'est aussi un des facteurs sur lesquels ils jouent particulièrement, parce que je le disais, ils ont des financements, etc., ils ont beaucoup de sites internet, et ces mouvements anti-choix, ils agissent justement en réutilisant un peu des chartes graphiques qui laissent penser que ce sont des sites gouvernementaux et officiels. Et en fait, non, ce ne sont pas des sites gouvernementaux, mais par contre, ce qu'ils font, à travers notamment des numéros de téléphone, des plateformes téléphoniques, à travers ces plateformes téléphoniques, ils font en sorte de dissuader les femmes de recourir à l'avortement. Or, dans la loi, il y a un délit qui est celui de délit d'entrave à l'IVG depuis 2017, délit d'entrave numérique notamment, qui permettait en fait de réagencer le référencement de ces sites internet pour que les sites officiels, et c'est bien normal, soient en fait en premier lieu en source d'information et non ces sites anti-IVG qui par ailleurs instrumentalisent d'ailleurs la figure de Simone Veil. Bonsoir. Du coup, je voulais aussi vous remercier pour la conférence. Et pour revenir sur justement ce scandale par rapport au Vélib à Paris, du coup, je m'étais renseignée dessus, j'avais vu que c'était un collectif qui s'appelait Les Survivants qui avait fait ça. Et donc, comme vous l'avez dit, ils sont très présents sur les réseaux sociaux et qui donc touchent quand même un public jeune. Et même parmi justement ces survivants, comme ils s'appellent, c'était quand même un public d'étudiants, de jeunes, jusqu'à 25 ans. Alors on imaginait que derrière il y a quand même des financements sûrement de plus grandes mains, c'est sûr. Mais du coup, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la jeunesse, même malgré toutes les mesures qui sont mises en place pour protéger les jeunes et informer? Est-ce que du coup, on peut voir ça comme encore une régression, notamment pour le public plus jeune touché sur les réseaux sociaux? Alors sur la campagne des Vélib, effectivement vous avez raison, c'est un collectif qui s'appelle Les Survivants, et je vous invite à regarder un article dans Libération qui justement a créé une veille spéciale dans la lutte contre l'extrême droite, et un article qui traite en fait du Progressif Média. Donc c'est une agence de communication, et ce qui est très bien dit dans cet article, c'est qu'on s'aperçoit que les fondateurs de cette agence de communication est très largement financée par Vincent Bolloré. Vous connaissez Vincent Bolloré. Cette agence de communication, elle est co-dirigée par l'un des cofondateurs du collectif Les Survivants. Donc en fait, il est assez simple finalement de voir le traçage financier qui a été fait pour cette campagne de Vélib, parce qu'en effet, il faut avoir un certain nombre de financements pour réaliser cette campagne, hein, comme je le disais, avec la charte graphique exactement similaire, etc. En fait, ils arrivent à utiliser les codes démocratiques, ça on le voit au niveau européen, je le disais en fait. Hein, à la fois, ils se constituent en parti politique, ils arrivent à avoir des subventions publiques, et donc finalement à avoir des subventions publiques pour finalement bafouer nos propres droits. Donc ça, évidemment, ça nous questionne. Et l'autre sujet, c'est que, je le disais, ils utilisent les codes démocratiques, notamment Simone Veil, par exemple, cette figure qui est utilisée, qui est détournée
ou bien la mise en place de sites internet. Comme je disais, en fait, on pourrait ne pas se rendre compte, et c'est un moyen finalement de détourner l'attention et finalement de pouvoir véhiculer un certain nombre de discours anti-IVG. L'autre élément sur lequel je voulais intervenir aussi, et vous avez raison, c'est la question finalement de la réception de ces discours-là par rapport aux plus jeunes. Ce que l'on s'aperçoit aussi, c'est la prégnance des discours masculinistes. Peut-être que vous êtes sur TikTok par exemple, ou sur Instagram, mais je crois que c'est principalement quand même sur TikTok, mais aussi Twitter. Ce qu'on s'aperçoit, c'est la façon dont ces groupes masculinistes se constituent et finalement s'organisent là aussi très nettement et sont en fait des relais de ces mouvements anti-choix, parce que finalement ils ont une conjonction d'agenda comme je le disais. Ils arrivent à s'organiser et donc à la fois à cyberharceler principalement les femmes, les personnes LGBTQIA+, les minorités de genre dans leur ensemble, cyberharceler également les féministes, ça c'est très nettement le cas, en tout cas toutes les personnes militantes pour les droits humains dans leur ensemble, et donc ils se coordonnent justement en cyberharcelant ces personnes-là, et ils arrivent à infuser en termes de discours auprès des plus jeunes, et ça c'est quand même une vraie inquiétude à avoir. Après, sur la question du genre plus nettement, nous à la Fondation Jean Jaurès, on avait mené un certain nombre d'études, et ce qui était intéressant d'observer avant l'élection présidentielle de 2022, c'était la façon dont les questions de genre étaient déterminantes dans le vote. Déterminantes ou pas. Et ce qu'on s'apercevait, c'est que chez les jeunes femmes de moins de 35 ans, le genre était une question déterminante pour elles à près de 86%. Par contre, là où on peut s'inquiéter, et vous avez raison de le dire, c'est effectivement la prégnance de ces discours et la façon dont ils infusent. Si on regarde les derniers chiffres du Haut Conseil à l'égalité, qui a sorti un baromètre sur le sexisme en début d'année, je vous invite vraiment à regarder. Et en fait, c'est assez effrayant sur le constat, parce que ce qu'on s'aperçoit très nettement, c'est que pour finalement seulement 56% des jeunes de moins de 34 ans, seulement 56% d'entre eux, c'est pas normal de frapper sa conjointe. Et pour ces 56%, c'est donc pas normal et c'est un acte de violence que de frapper sa conjointe. Seulement pour 56%, c'est un chiffre qui est très nettement qui est vraiment plus faible que la moyenne générale des Français et des Françaises. Autre chiffre, et là je vais m'arrêter plutôt sur les jeunes hommes, où finalement, pour 23% d'entre eux, c'est finalement normal pour eux de recourir à de la violence pour montrer qu'on est un homme dans la société. Et donc, effectivement, en fait, si on regarde bien, il y a à la fois un balancier entre une prise de conscience très forte dans la société sur les questions d'égalité de genre, et ça on le voit très nettement dans toutes les enquêtes, il y a un consensus auprès des Français et des Françaises sur ce sujet-là, mais en même temps, si on regarde les chiffres plus finement, et notamment auprès de la jeunesse, et en particulier les jeunes hommes, il y a quand même un vrai sujet, parce que là, les chiffres, ils ne sont pas du tout au rendez-vous, et on voit bien qu'il y a encore un travail de plaidoyer très fort à mener dans cette direction. Et j'en terminerai, je suis un peu longue là-dessus, mais je pense que c'est essentiel au regard du public auquel on fait face. La question de l'éducation complète à la sexualité, en fait, ça c'est aujourd'hui un vrai enjeu à porter, et les militantes féministes le font. Notamment le planning familial a mené une grande mobilisation aux côtés d'autres associations, je pense notamment à SIDAction, à SOS Homophobie et bien d'autres, et elles ont en fait attaqué l'État en disant que l'État en fait ne remplissait pas ses devoirs, c'est le cas de le dire, puisqu'il y a une loi en fait qui est depuis 2001 et qui oblige normalement à avoir 3 séances d'éducation sexuelle et affective pour chaque niveau.
Or aujourd'hui, c'est absolument pas le cas, et ça toutes les enquêtes le montrent, hein. Il y a des rapports qui l'indiquent très nettement. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a près d'un quart des établissements seulement qui mettent en place ces cours d'éducation complète à la sexualité. Et même, voilà, c'est ça, bon, même beaucoup moins, 17%, merci Julia. Et donc, à ce titre-là, il y a un vrai enjeu, parce qu'on sait très bien que c'est l'un des leviers pour lequel on pourra lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles. C'est un des moyens à la fois de prévention, et c'est aussi en fait pour montrer à la société comment on peut s'émanciper toutes et tous, et beaucoup mieux qu'aujourd'hui on le fait. Bonsoir, merci pour vos interventions. Du coup, moi j'avais une question justement sur ce rapport du Haut Conseil à l'égalité qui montre des chiffres assez effrayants, surtout dans la jeunesse, qui peut surprendre. Et ma question c'est, est-ce que c'est majoritairement des facteurs d'explication, j'imagine pas seulement au niveau de la France, et du coup dans ce cas-là, est-ce que c'est un phénomène assez global? Est-ce que vous en savez plus sur la situation dans d'autres pays vis-à-vis de la perception de la jeunesse vis-à-vis des inégalités et de la progression du sexisme? C'est effectivement une bonne question. C'est une bonne question. Comment répondre? Comment répondre? Ce qui est évident, en fait, si on regarde les chiffres au niveau international, je vais peut-être plus me pencher là-dessus que sur le cas européen, notamment les chiffres des Nations Unies. Ce qui est assez intéressant, il y a eu un rapport qui est sorti en septembre, ou je confonds peut-être celui de mars, en tout cas qui est sorti en 2023. En 2023, qui pointe au niveau international la façon dont les stéréotypes sexistes sont prégnants dans la société. Et en fait, ça se constate au niveau international, en fait. Voilà, il y a vraiment une prégnance très forte des préjugés sexistes. Je crois qu'il y a à peu près 20% sur les personnes sondées. Donc c'est un échantillon, si je dis pas de bêtises, hein, de près de 70 à 80 pays, hein, il me semble. Donc c'est pas l'ensemble de la communauté internationale, mais c'est un échantillon quand même assez important. Il y a seulement 27% des personnes sondées qui considèrent qu'il est fondamental de défendre l'égalité de genre dans la démocratie aujourd'hui. Voilà, donc en fait, ça montre bien le chemin à parcourir en termes de plaidoyer pour justement battre en brèche ces stéréotypes-là qui sont profondément ancrés. Si on regarde d'autres chiffres sur la façon dont on perçoit ou pas le fait qu'on est dans une société patriarcale, à la Fondation, on a posé cette question-là, on l'a ajoutée dans des enquêtes récentes. Et ce qu'on voit très nettement, c'est que l'ensemble de la société, elle s'accorde là-dessus. À près de 70%, près de 70% des Français disent oui, on vit dans une société patriarcale. Il y a d'autres enquêtes aussi qui montrent qu'il faudrait aller beaucoup plus loin pour promouvoir l'égalité femmes-hommes. Ça, en fait, c'est ce que je disais. Il y a à la fois un consensus, une prise de conscience, et puis en fait, quand on est aussi dans l'action, en fait, quand on parle de la réalité, là, il y a un petit décalage, et pas qu'un petit décalage en fait. Et donc, oui, il y a encore beaucoup de travail à faire, ne serait-ce que si on regarde, et là je m'arrêterai sur encore le cas de la France, sur les chiffres en termes de violences sexistes et sexuelles. Très nettement, depuis MeToo, on voit l'explosion des signalements dans ce domaine-là. L'explosion des signalements, ça a augmenté de 82% depuis 2017. Là, il y a des derniers chiffres qui sont sortis là, du ministère de l'Intérieur qui montrent aussi un chiffre exponentiel en 2022 de signalements en matière de violences sexistes et sexuelles. Donc en fait, on voit à la fois une prise de conscience qui produit notamment une libération de la parole. Donc on peut évidemment s'en réjouir, mais on voit surtout en fait le caractère massif
des violences sexistes et sexuelles et qui sont en fait dans l'ensemble de nos sociétés, dans toutes les catégories sociales. Ça, c'est le plaidoyer que portent les associations féministes depuis toujours, mais aussi au niveau international. Les dynamiques sont malheureusement également les mêmes, bien que les situations de certains pays ne sont pas évidemment comparables. J'avais aussi une autre question, parce que on a vu surtout avec l'émergence de TikTok et d'autres réseaux sociaux, on a entendu parler du nouveau féminisme, entre gros guillemets, mais du coup des figures qui se détachaient un peu et qui étaient très extrémistes, et j'ai vu certains collectifs féministes qui trouvaient ça parfois un peu déplacé et qui regrettaient le féminisme de Halimi, de Veil, le féminisme peut-être mieux organisé et plus dans le concret. Du coup, il y a cette question du féminisme moderne, à la différence de ce qu'on a pu avoir avec ces grandes figures, et de leur efficacité aussi. Est-ce que ça serait, d'après vous, plus productif de créer par exemple un organe général qui regrouperait justement tous ces collectifs et qui aurait peut-être un poids plus lourd à l'échelle nationale et même internationale? Je ne sais pas si c'est adressé à moi la question, vous êtes plutôt spécialiste de la question, mais vous savez, on a 3 vagues de féminisme. Première vague, vague classique qui est commencée à partir de moitié du 19e siècle. Deuxième vague, qui est connue comme les féminismes, branche radicale du féminisme. Troisième vague qui est en fait, il y a un terme que j'ai oublié. Donc, comment dire, est-ce qu'on peut parler du féminisme moderne ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire ce moderne exactement? Mais on est face à des nouvelles générations des militants féministes vie. Donc ça, c'est pas dire qu'on est éloigné très de sujet. Donc pourquoi on disait radical par exemple pour les féministes de deuxième vague? C'est parce que c'est dans ce moment qu'en fait on peut aussi d'une manière parler justement des droits à l'avortement, avoir accès à des contraceptions, etc., etc. Et aussi je me souviens d'un article de Louise Irigaray qui était expulsée de Sorbonne. Donc c'est-à-dire à cause de justement écrire un article qui était jugé très radical à l'époque. Donc, moi, je pense que c'est un sujet qu'on en discute aussi aujourd'hui en Iran. C'est vrai qu'en fait, une fois que les causes s'évaluent, une fois qu'on est face à des différentes formes de politiques qui essayent d'être finalement un problème public, c'est-à-dire, c'est vrai qu'en fait, on peut aussi changer notre action, adopter des différentes stratégies, d'évaluer notre discours aussi. Et donc, est-ce que vraiment on peut parler de féminisme moderne ou pas? Mais c'est vrai qu'à partir des années, surtout 2000, déjà il y a des nouveaux mouvements, comme le mouvement MeToo par exemple. C'est très très important, c'est très particulier en fait, dans la forme. Autrefois, si les femmes n'avaient pas droit de parole, et c'était en fait plutôt en fait les femmes... il était obligé de cacher le problème, en fait, s'ils étaient face à certaines violences sexistes, surtout viol, mais le mouvement MeToo vraiment, il a fait une révolution, on peut dire, à partir de surtout 2019. Et aussi, surtout aux États-Unis, il y avait différentes approches qui ont été émergées, surtout approches intersectionnelles. C'est très important. C'est-à-dire, si on est face à des différentes formes de domination, des différentes formes de rapport de force dans une société, on a besoin d'une approche interdisciplinaire, intersectionnelle pour pouvoir étudier ces causes-là. Donc, c'est une des branches en fait, ça s'était né aussi aux États-Unis. Je suis aussi particulièrement intéressée par cette approche-là parce que je peux l'utiliser aussi pour expliquer les causes environnementales via une approche intersectionnelle. Alors qu'en fait, pourquoi une approche intersectionnelle? Parce que la situation d'une femme, par exemple noire, par rapport à d'une femme blanche dans une société patriarcale face à différentes formes des inégalités socio-économiques, c'est pas égal. C'est pour ça que ça nécessite une approche particulière pour l'étudier. Est-ce qu'à partir, via une nouvelle approche qui est émergée, donc pour certains chercheurs, chercheuses,
c'est une approche militariste. Donc ça, je le dis, c'est parce que parfois dans le milieu académique, c'est pas très intéressant pour certains de parler tout de suite. Dès qu'on parle d'approche intersectionnelle, oh là là, c'est militant. Moi, je trouve qu'en fait, cette approche, c'était pas trop bienvenue. Je pense, il faut pas dire ça peut-être, peut-être c'était moi, mon expérience personnelle, que chaque fois que j'ai essayé d'évoquer avec certains chercheurs ici en France, j'ai été jugée comme être militant. Je sais pas, mais je sais qu'en fait aux États-Unis, ça s'était bien utilisé parce que vraiment, on a besoin d'un outil d'analyse, une méthodologie bien spécifique et précise pour pouvoir expliquer certains cas. Ça existe aussi en Iran, par exemple, une femme balouche qui vit au sud-est d'Iran, qui est obligée chaque matin de se réveiller, aller marcher pendant 1 heure pour chercher justement de l'eau, et aussi qui est face à aussi non seulement d'une domination d'un système patriarcal, mais aussi d'un système de régime politique iranien, et aussi d'autres dominations qui visent son identité ethnique aussi. Donc, ma situation, que je suis dans d'autres régions, par exemple au nord de l'Iran, c'est très différent de cette femme. On ne vit pas la même chose, bien sûr. On ne vit pas les mêmes... ou, par exemple, ma situation dans une région particulière d'Iran, ce n'est pas égal avec une situation d'une femme qui vit à Téhéran. Ou dans un quartier, la situation d'une femme qui vit dans un quartier, dans un milieu bourgeois, c'est pas égal à la situation d'une femme qui vit dans qui vit dans une précarité. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, ça s'évalue au niveau scientifique aussi, méthodologique aussi. Mais pour moi, je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler de féminisme moderne ou pas, ou est-ce qu'on peut parler de 4e vague de féminisme? Oui, pour compléter, effectivement, en fait, si on regarde les mobilisations féministes, on voit bien en fait qu'il y a eu un renouveau de ces mobilisations, notamment sous les effets de MeToo en 2017, mais qui était déjà là en fait dans les années 2010. Et je vous invite d'ailleurs vraiment à regarder ce livre de Bibia Pavard, Florence Rochefort et Muriel Zancarini-Fournel, qui s'appelle « Ne nous libérez pas, on s'en charge ». C'est vraiment un ouvrage de référence d'historienne et qui fait vraiment le point sur toute l'histoire des féminismes, parce que justement, comme vous l'avez dit très, très justement, il y a une pluralité en fait de courants au sein des féminismes, et donc voilà, il y a une pluralité d'approches sur cette question-là. Et donc on a vu à la faveur de nous toutes, de MeToo, notamment l'apparition de collectifs dont par exemple le collectif Nous Toutes que vous connaissez sans doute, qui a notamment été créé et cofondé par Caroline Dehaas, et qui aujourd'hui essaime un peu partout en France, et qui a très largement en fait porté les marches autour du 25 novembre. Donc d'ailleurs le 25 novembre qui approche, qui sera samedi, il y aura une marche contre les violences sexistes et sexuelles au niveau national, et il sera à Paris et ailleurs partout en France, et qui en fait en novembre 2017-2018 en fait on a vu très nettement une très forte mobilisation de la population, qui faisait d'ailleurs la suite aussi de la Women's March de janvier 2017 à la suite de l'élection de Donald Trump. Là, on a vu les féministes américaines, les femmes dans leur ensemble, l'ensemble de la population américaine se mobiliser par rapport à l'élection de Donald Trump. Et donc voilà, ça a été dans cette continuité-là. Et effectivement, il y a des débats aujourd'hui sur est-ce qu'on parle ou pas, depuis les années 2010, d'une 4e vague. Et là, pareil, c'est la sociologue Aurore Cochelin, que je vous invite également à regarder, qui, elle, parle de 4e vague dans la continuité des années 2010 et 2017. Et puis après, sur la terminologie de féminisme moderne,
je mettrai un petit point d'attention là-dessus parce que les détracteurs du féminisme, justement, utilisent la terminologie notamment de néo-féminisme. Ce terme-là, en fait, c'est pour moi un peu l'équivalent du terme wokisme, parce que ce sont des termes qui sont utilisés très majoritairement pour disqualifier les personnes qui prennent la parole sur les questions féministes et qui sont très généralement utilisées, et vous n'avez qu'à regarder les locuteurs et locutrices qui utilisent le terme de néo-féminisme, très généralement, en général, ils ne sont pas vraiment féministes. Merci. Bonsoir, j'avais une question du coup pour Madame Dornage-Avant. Vous avez évoqué du coup l'intersectionnalité et le fait qu'il y avait un mouvement qui était un peu plus fort au Baloutchistan notamment. Est-ce que du coup le mouvement Femmes et Liberté a ouvert la voie à d'autres débats y compris donc sur le féminisme mais aussi du coup les droits des LGBT ou sur les droits environnementaux? Et est-ce que ça s'articule aussi du coup avec des questions nationales, qu'elles soient kurdes ou baloutches? Est-ce qu'il y a un peu ce mélange? Est-ce que ça a permis d'ouvrir le débat sur ces questions-là en Iran? Et si c'est possible d'avoir un débat en Iran sur ces questions? Merci pour la question. Bien sûr, mais pour répondre à ça, je vais remonter aux années 2020-2021. La plateforme Clubhouse, je ne sais pas si vous avez entendu, a été massivement été utilisée en Iran. C'est pour la première fois la société civile iranienne, si on peut en parler, moi je ne crois pas à une société civile dans un contexte politique iranien. Donc il y avait beaucoup de militantes féministes, de militants des groupes ethniques, et tout le monde en fait, tous les groupes opposants iraniens qui pouvaient sur cette plateforme se rencontrer et parler. Donc pour moi c'était une expérience particulière parce que je pouvais faire de loin une étude de terrain. Parce que normalement, moi, j'organise aussi un séminaire sur, si ça vous intéresse, comment faire enquête sur un terrain difficile. L'Iran, c'est l'un des terrains difficiles, c'est-à-dire vous ne pouvez pas facilement vous rendre en Iran pour interroger les gens. J'étais surveillée, j'ai eu pas mal de risques, mon hard external a été prise par la police, je pense qu'en fait mon nom aussi ça s'était communiqué. C'est justement parce que j'ai interrogé les prisonniers, les gens qui se sont mobilisés dans une région, c'est-à-dire en Azerbaïdjan iranien, il y a deux Azerbaïdjan pays et Azerbaïdjan iranien, les gens qui se sont mobilisés pour contester une cause écologique. Donc ils étaient prisonniers, normalement j'ai pas le droit d'interroger les prisonniers. Donc c'est chaud, c'est-à-dire dans certains terrains, vraiment on ne peut pas savoir, justement en répondant aussi à d'autres questions qui étaient posées sur le sexisme, vraiment c'est très difficile de le savoir dans la société iranienne, et je sais que dans les Nations Unies, les gens qui écrivent des rapports aussi ont des difficultés. Parfois les rapports se sont modifiés au niveau des Nations Unies, parce que j'ai interrogé des gens qui disaient, même parmi les opposants iraniens, il y a des gens, des avocats qui changent le rapport ou suppriment certains rapports qui étaient évoqués par exemple les groupes minoritaires. Donc, on parle d'un contexte particulier qui est faire vraiment des études, des recherches précises, c'est très difficile. Et surtout, au niveau de recherche aussi, on a le problème. C'est-à-dire, déjà, dans le pays en ensemble, après la révolution, j'ai parlé aussi de révolution culturelle, aussi islamisation de la société et l'université iranienne, vous ne pouvez pas faire n'importe quelle recherche. C'était ce que je fais ça, je peux toucher, je ne sais pas combien d'années de prison pour le concept justement que j'utilise. Et donc, vous n'êtes pas, c'est-à-dire, il y a une charte qui ne vous permet pas de travailler sur n'importe quel sujet aussi. Donc, les sujets, les questions ethniques, groupe LGBT, et les droits des femmes aussi autrefois, c'était l'un des sujets interdits et sensibles que vous ne pouvez pas écrire. Donc s'il n'y a pas de recherche sur les questions, par exemple, des groupes ethniques et minoritaires, comment on peut savoir qu'est-ce qui se passe? C'est des années qu'ils n'ont pas... En fait, je suis partie des chercheuses que je pense que vraiment en Iran, les intellectuels aussi, ils ont vraiment... les intellectuels, justement, on attendait des intellectuels qui sont dans les contextes occidentaux aussi, se sont pas penchés précisément sur ces questions ethniques. Il y a des travaux, mais c'est très rare, c'est pas suffisant.
Donc, d'une part, à l'intérieur du pays, on ne peut pas étudier. D'autre part, à l'extérieur, on est face à un diaspora parfois très nationaliste qui ne veut même pas voir qu'il y a des groupes minoritaires en Iran, il y a des groupes ethniques. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas des études? On est obligé de se rendre sur le terrain pour justement avoir quelques accès si c'est possible. Donc, ce mouvement, moi j'ai écrit dès le départ dans des premiers articles que j'ai écrits, j'ai parlé justement de l'articulation de plusieurs causes, justement environnementales et causes ethniques surtout. Mahsa Jina Amini était une jeune Kurde iranienne. Donc, il y a une mobilisation des Kurdes depuis presque 60-70 ans, si je ne me trompe pas, à partir de 1945, peut-être plus avant. Ces mobilisations, il y a une forme de résistance dans ces sociétés. Ça existe aussi en Azerbaïdjan iranien depuis la révolution constitutionnelle. Ça existe chez les Arabes iraniens depuis aussi milieu de siècle. Ça existe chez les Balouches, ça existe aussi chez les Turkmènes. Donc il y a plus de la moitié de pays, ce sont des groupes ethniques qui existent, qui se mobilisent pour leurs droits, mais c'est mobilisation, c'était jamais étudié, c'était jamais compris comme le mouvement social. Aujourd'hui aussi, quand j'écoute certains chercheurs, ils ne veulent pas parler de ça. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, pendant des années, il y a une résistance dans certaines régions périphériques. Donc, quand Mahsa Jina Amini a été décédé, donc ce slogan, ça s'était né au Kurdistan iranien. Les femmes là-bas, ils ont scandé ce slogan qui est connu à partir de 2010, ça s'était scandé aussi à Rojava, à Kurdistan, aussi en Turquie. C'est un slogan très bien connu. Donc une fois qu'en fait ce slogan a été dit, a circulé tout le pays, donc c'était un slogan qui touchait tout, qui répondait à plusieurs causes, en même temps à la question des femmes, à la question de la liberté, les questions politiques, et en même temps ce sont des régions périphériques qui se sont mobilisées. Au départ, vraiment, pour moi, c'était une grande question. Pourquoi, pendant un mois presque, les chercheurs iraniens, surtout qui sont dans les contextes occidentaux, ils ont du mal à parler à des groupes de mobilisation, des groupes ethniques. C'était une sorte d'explosion d'indignation, une sorte de colère. Ça suffit, les gens, ils veulent leurs droits. Les groupes ethniques, ils n'ont pas le droit de parler à leur langue maternelle, par exemple, ou apprendre leur langue maternelle à l'université. Et donc, c'était une des revendications qui est très très importante au cœur de ce mouvement, derrière le mouvement féministe bien sûr, et aussi des inégalités, il y a des inégalités socio-économiques dans ces sociétés, derrière ça aussi il y a un mouvement des classes précaires en Iran, donc ça c'est très important parce qu'on est face à plusieurs types de crises, face à une crise économique aussi. Eh bien, merci à toutes les deux pour cette conférence. On va s'arrêter là donc. Merci à vous tous d'être venus et on vous convie également à notre conférence en partenariat avec la Maison de la Danse ce vendredi à propos de la danseuse Trisha Brown. Donc merci à vous et évidemment merci à vous deux. Merci à Amandine Claveau d'avoir fait le déplacement depuis Paris. Et bonne fin de soirée à tout le monde.